Alors, si tout le monde est installé, on va pouvoir commencer cette demi-journée de stage. Frédéric, vous voulez dire un mot? Non, pas que ça marche. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir ici. Je suis Isabelle Doré-Rivet, la directrice du musée. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas accueilli de formation pour les enseignants et on en est bien content. Ça faisait aussi très longtemps qu'on avait envie de travailler sur les mythes et représentations de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai que la sortie de l'ouvrage d'Olivier Vivorca, qui va arriver tout à l'heure, et de Jean Lopez sur les mythes de la Seconde Guerre mondiale nous avait un peu soufflé l'idée. C'est aussi le constat que c'est une référence qui revient quand même beaucoup dans différents champs de la société, avec des comparaisons qui ne sont pas toujours bienvenues. Donc ce matin, on va entendre deux intervenants et on a le plaisir d'accueillir Marc-Olivier Baruc, qui est un historien qui a travaillé notamment sur les hauts fonctionnaires sous Vichy, avec, dans la fin des années 90, je crois que c'était en 97, la sortie d'un ouvrage qui avait vraiment fait sensation, qui s'appelait « Servir l'État français ». Je me souviens l'avoir lu. Alors dans une époque, en plus, vous le savez, on était après le discours de Jacques Chirac en 95, avant la commission Mattéoli. Voilà, et juste avant le procès Papon. Et juste avant le procès Papon. Grâce à lui, j'ai énormément vendu. Je lui garde une grande reconnaissance. Alors je me permets de préciser, Monsieur Baruc, que vous avez un parcours assez atypique chez les historiens, puisque vous êtes aussi un haut fonctionnaire. Vous êtes passé par le ministère de la Culture. Et je crois même que vous avez fait l'ENA, entre autres. Ouais, un CV tout à fait éblouissant, mais aussi voilà, une connaissance de l'intérieur des systèmes administratifs. Donc on va vous laisser la parole pour une heure. Frédéric Foultier va peut-être dire un petit mot, c'est notre enseignant relais qui a construit ce stage. Merci en tout cas. Merci beaucoup Isabelle. Merci Monsieur Baruc par avance pour votre intervention. Juste, on vous précise. Après. Oui, on verra, oui. Alors tout d'abord, après chaque intervention, il y aura un petit temps d'échange. J'établir aussi un lien avec les transpositions pédagogiques qui seront particulièrement mises en œuvre cet après-midi. Juste pour vous rappeler, il y a 1h30 de pause. On est en train de se renseigner au niveau du rectorat pour savoir, parce que certains ont une mention de remboursement d'une partie effectivement du repas. Donc M. Montet a appelé le rectorat pour savoir exactement quelles sont les conditions. Et puis on vous donnera quelques indications. On est dans un quartier étudiant, hein, donc pour manger à midi, c'est pas trop compliqué. Mais on vous donnera quelques pistes juste après. Voilà. C'est à moi. Bien, bonjour. Merci d'être présent. En termes de son, de Larsen, pas de Larsen pour l'instant. Bien, donc, tout ça est vrai. Hein, Marc-Olivier Baruch, c'est moi. Nous sommes à Lyon, nous sommes au CHRD, nous sommes le 29 janvier 2025. Et le sujet que je vais vous traiter, le voici d'une autre manière. Quoi de neuf sur la guerre, livre de Robert Bobert des années 1990-93 sans doute. Et c'est aussi pour moi l'occasion de souligner l'apport irremplaçable de la littérature et de la fiction pour traiter de toute époque, mais aussi de cette époque. On pense à Robert Bobert, mais on pense aussi, bien sûr, à Patrick Modiano. Premier livre de Patrick Modiano, La place de l'étoile. Vous connaissez la raison de ce titre. Deux personnes se croisent à Paris en 1942. Pardon, monsieur, pouvez-vous m'indiquer la place de l'étoile? Ici. Donc, Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. Jean-Claude Grimbert aussi, le tout récent... film de Michel Hazanavicius, la plus précieuse des marchandises. Et si on se place dans une perspective pédagogique et de transmission, peut-être, le cinéma, la fiction, la bande dessinée, je suis moins à l'aise, mon collègue et ami Alain Chatriot vous en parlerait mieux que moi, la bande dessinée peuvent être des relais, des vecteurs.
un ouvrage à ce propos, on est un peu de côté. Il y a un livre d'Antonio Tabucchi, l'écrivain italien, mais qui, vous le savez, travaillait beaucoup au Portugal, a vécu au Portugal, qui s'appelle Pereira Prétend, qui est un livre des années 90. Je ne sais pas si certaines et certains d'entre vous le connaissent. Pour moi, c'est une des réflexions les plus intéressantes sur l'engagement. Qu'est-ce qui fait ce Pereira Prétend Pereira, donc, c'est une sorte de journaliste de 50 ans, chauve, un peu raté, bedonnant, et qui, par une suite de circonstances, va s'engager profondément contre la dictature de Salazar et contre le fascisme italien, à chaque fois en disant « mais je ne fais rien, je ne fais que des choses ». Et le titre « Pereira Prétend » vient du fait que le livre est présenté comme une suite de rapports de police. Enfin bon, si l'occasion se présente et que vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez toujours lire ça. Alors, question, quoi de neuf sur la guerre? Réponse un peu lapidaire, à mon sens, rien ou presque. Et donc, êtes-vous condamné à toujours montrer cette image que j'ai mise un peu en dégradé, qui est une image connue, hein, je pense qu'elle est... Je ne sais pas s'il y a encore des manuels, mais l'équivalent, c'est une image qui est partout, qui est évidemment extrêmement forte, extrêmement puissante, extrêmement efficace, qui dit, c'est une affiche, mais qui dit beaucoup en ne parlant pas. Peut-être l'a-t-on un petit peu vu, peut-être aussi est-elle extrêmement complexe à présenter, à expliquer. Mais bon, on va essayer, parce qu'on m'a demandé de parler 1 heure et pas 1 minute, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Alors rien, ou presque, parce que nous sommes à 2 jours près, 8 décennies après la libération du camp d'Auschwitz, nous sommes l'année durant laquelle sera célébré ou commémoré le discours de Jacques Chirac, le discours du Veldiv du 16 juillet 1995. Et sur ces deux thèmes qui se retrouvent autour de la question de la persécution antisémite et spécifiquement de la mise à mort, de la décision, le choix du gouvernement français de participer, du gouvernement de l'État français, mais on peut en reparler, est-ce que l'État français était la France, le choix de ce gouvernement de participer à cet assassinat collectif. Et donc, on a quand même des choses relativement récentes, relativement neuves. Je parlerai assez peu aujourd'hui, puisque on est plutôt sur une réflexion sur ce que l'historiographie apporte de neuf. Je parlerai assez peu des synthèses. Il y en a, bien sûr. Vous avez une histoire de Vichy, une nouvelle histoire de Vichy, une surnouvelle histoire de Vichy. Vous avez les travaux, notamment de Laurent Joly sur la Shoah, qui font le point. Vous avez aussi qui les résume, ce très gros ouvrage paru chez Albin Michel il y a 1 an et demi, L'histoire juive de la France, sous la direction de Sylviane Goldberg, qui retrace 14 siècles de liens, ce que les Juifs font à la France, ce que la France fait aux Juifs. Qu'est-ce qui fait que l'histoire de France n'est pas ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu de Juifs? Alors, pour un peu détailler, par exemple, ces quatre titres que je vous ai proposés ici. Nina Valbousquet, Les âmes tièdes, un livre assez récent, qui doit avoir 1 an, et qui, lui, se fonde sur des archives nouvellement ouvertes à la suite de la décision du pape François. En 2020, le pape François décide que les archives du Vatican relatives à la Seconde Guerre mondiale, et notamment ce que Pie XII et son entourage ont fait ou pas fait
par rapport à l'assassinat industriel des Juifs par le Reich nazi. Donc là, il y a une source, c'est Nina Valbousquet, qui est une jeune historienne, membre de l'École française de Rome, et sur place à ce moment-là. Elle avait fait sa thèse sur précisément les réseaux, l'entourage des papes dans les années 30 et mis en évidence le très fort antisémitisme de cet entourage, antisémitisme qui remonte à l'antijudaïsme classique, puisqu'après tout, quand on vend les clous de la croix, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Église vous aime. Et ces âmes tièdes, c'est intéressant parce que, bon, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la polémique autour du rôle de Pie XII, c'est très ancien, ça remonte notamment à la pièce de Rolf Orhut des années 60, le film de Costa Gavras, Amen. Mais l'idée, là, c'est pas de se centrer forcément sur la personne du pape Pie XII, mais c'est de travailler sur les entourages. Est-ce qu'il y a un système, un petit peu mutatis mutandis, que j'ai essayé de faire sur l'administration de l'État français, c'est-à-dire se dire, c'est pas, même si on dit le régime de Pétain, si on dit tel et tel ministre ou président, ils sont jamais seuls, ils travaillent, ils sont à la tête d'un système politico-administratif, et dans le cas d'espèce, d'un système politico-ecclésio-administratif, et donc c'est essayer de voir pourquoi, enfin, quelles sont les motivations. En fait, Michel Crozier a écrit il y a fort longtemps, dans les années 70, un livre qui s'appelle « L'acteur et le système ». Qu'est-ce qui est part des acteurs, qu'est-ce qui est production propre du système. Et là, bon, on connaît bien l'idée de Pie XII de surtout protéger les églises catholiques, et les églises catholiques qui pouvaient être menacées notamment par le nazisme. L'ouverture des archives permet quand même d'y voir extrêmement clair, puisqu'on a les archives, grosso modo, on a à la fois ce qui sera en France les archives du Quai d'Orsay et les archives de Matignon, c'est-à-dire la secrétairerie d'État, le collaborateur direct du pape, Matignon, et puis, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Office des relations avec les églises, les affaires étrangères, et là on voit bien qu'au fond, tout en sachant les choses, Pie XII décide d'être un peu en arrière de la main. Un exemple très frappant, la Slovaquie de Monseigneur Tizot, peut-être qu'on prononce Tichot, donc un ecclésiastique qui est à la tête de l'État slovaque. L'Église catholique est censée être une organisation très hiérarchisée. Le pape n'arrive pas à se faire obéir d'un évêque, certes chef d'État. Livre suivant, celui d'Alexandre Doulut, La déportation des Juifs de France, changement d'échelle, une thèse récente sous la direction, je crois, d'Annette Vieviorka. Alors bien sûr, les travaux d'Annette Vieviorka sont j'allais dire un peu en fond d'écran, en permanence, comme ceux de Laurent Joly. Annette Vieviorka vient de publier un livre qui s'appelle, je crois, Itinérance, mais on est plus sur une sorte de parcours mémoriel et personnel que sur des travaux de recherche. Annette Vieviorka, la malheureuse, elle doit avoir mon âge, peut-être même un peu plus, donc nos travaux de recherche, de thèse et ceux qui suivent commencent à être un petit peu anciens. Alexandre Doulut, lui, a soutenu sa thèse. Le livre sort ces jours-ci, donc la thèse a dû être soutenue l'année dernière ou il y a 2 ans. Et l'idée, c'est vraiment de regarder, à partir d'archives départementales précises, ce qui se passe dans la relation entre bourreaux et persécutés. Et ça, on voit ça, j'imagine que vous le faites parfois avec les archives départementales, mais j'en parlerai tout à l'heure, pour les relations, enfin pour montrer à des collégiens, des lycéens, ce qui se passe concrètement. Rien presque ne vaut le contact direct avec l'archive. 30 ans aussi après
au 16 juillet 1995, pour ne rien vous cacher, en vous quittant dans quelques heures, je prends le train pour Vichy, où se tient tous les ans à cette époque, depuis 4-5 ans, sous les auspices conjoints de Serge Klarsfeld et du maire de Vichy, qui accepte enfin que... je crois que son prédécesseur, Claude Malhuret, disait « Tout historien qui utilisera l'expression régime de Vichy passera devant les tribunaux et, si possible, sera fusillé ». Bon, ça n'a pas suivi, et donc je crois que Frédéric Aguilera, maintenant, admet que l'on parle du régime de Vichy. Moi, ça ne me gêne pas du tout de parler du régime de Pétain, de la dictature pétainiste, et en plus, vous savez qu'il s'en est fallu de très peu que ce régime de Vichy ne fût un régime de Versailles, puisque tout était prêt début décembre 1940 pour le retour du gouvernement à Paris et à Versailles. Les ministères à Paris, Pétain, les Affaires étrangères et la Défense à Versailles, et les Allemands, premiers jurés, avaient dit on fera un corridor, on n'écoutera pas les lignes téléphoniques, on vous laissera. Bon, parole de nazis. Et puis, patatras, le 13 décembre 1940, sorte de révolution de palais à Vichy, Laval est chassé, arrêté brièvement, les Allemands sont furieux, tous les plans sont annulés. Alors c'est difficile l'histoire au conditionnel et au conditionnel passé. Si ça ne s'était pas passé, Vichy aurait été pendant 6 mois le siège provisoire du gouvernement et on aurait parlé du régime de Versailles. Et cela, après tout, dans l'histoire, régime de Versailles, après ce qui s'était passé en 1870, 1871, c'était pas absurde. Bon, c'est pas ça. Alors, donc à Vichy tout à l'heure, fin de journée, une table ronde à laquelle je participerai aussi sur les 30 ans de ce discours. Et c'est un moment extrêmement important, là, en termes de représentation, le fait que le savoir historien, historique, et la parole d'État portée par celui qui en est le responsable, le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, ces paroles convergent. Alors que ce discours de Chirac, donc le 53e anniversaire de la rafle du Veldiv, ce n'est pas un chiffre très rond. Vous savez, c'est sans doute aussi parce que les choses ne tournaient pas très rond, vous savez que 3 ans plus tôt, François Mitterrand refuse obstinément de prendre la parole sur le site du Veldiv, et il refuse même d'y aller au départ. Et il faut que Robert Badinter insiste. Je crois que François Mitterrand dit « Je suis très occupé, je dois inaugurer, je sais pas quoi, un sanatorium en Meurthe-et-Moselle. » dit « Non, non, Monsieur le Président, vous devez être le 16 juillet 1992. » Bon, ça se passe très mal, on y reviendra peut-être. Mais donc, deuxième série de réflexions, et où là, on est plus sur effectivement qu'est-ce que cette histoire nous fait et qu'est-ce qu'elle dit de la France contemporaine. De la même manière que le procès Papon, l'analyse du procès Papon dit beaucoup de choses, dit plus de choses sur l'état de la France à la fin du XXe siècle, précisément dans cette décennie douteuse et complexe des années 90, que sur ce qui a pu se passer, en termes de persécution des Juifs de 1942 à 1944, et dans le cas d'espèce à Bordeaux. Alors donc deux ouvrages aussi, celui de Sébastien Ledoux, donc là aussi issu de sa thèse, une réflexion sur ce qu'est ce devoir de mémoire, et vous voyez que la couverture avec ces mots inversés est assez habile. On pourrait citer aussi les travaux de Sarah Gainsburger sur les justes, la notion de juste, et aussi les processus de construction, et elle travaille plus d'une certaine manière sur les institutions. Comment est-ce que dans l'État, on construit des lieux qui ont pour fonction de réfléchir, commémorer. La commémoration et la mémoire sont deux choses différentes, mais évidemment, l'étymologie est la même. Qu'est-ce qui fait qu'il, là aussi, il faut que les choses convergent entre commémoration et demande sociale de mémoire ou présence de la mémoire dans la société. Les travaux de Laurent Joly, alors la thèse de Laurent Joly, elle portait sur le commissariat général
aux questions juives. Et depuis, Laurent Joly prend d'une certaine manière la place qui fut celle de, disons, Jean-Pierre Azéma sur Vichy, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit beaucoup et qui se situe à mi-chemin entre le savoir scientifique, la production, et le fait qu'il soit directeur de recherche au CNRS, qu'il ait une thèse qui fasse autorité, lui donne évidemment toute légitimité pour être présent, j'allais dire médiatiquement, en tout cas éditorialement, comme un livre comme celui-ci, La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Et alors, j'ai fait l'exercice classique, canonique, avant de venir devant vous, qui est d'aller traînasser un petit peu sur Internet. Et donc, si on tape Révolution nationale, Pétain, Vichy, et classé par ordre de parution décroissante, donc le plus proche d'abord, eh bien, ce qu'on trouve, ce sont plutôt, alors ce sont des éditeurs et des auteurs pas extrêmement connus, mais par exemple, un livre que je préférais ne même pas mettre l'image, La Révolution nationale, quand le maréchal parle aux Français, 1er février 2020, 3 auteurs, Philippe Pétain, celui-là est assez connu, Sébastien Ferreira, entre parenthèses compilateur, Adrien Abosite, préface. Alors, je pense que vous ne connaissez pas bien Sébastien Ferreira et Adrien Abosite. Moi, je ne les connaissais pas beaucoup non plus, pardon. Mais grâce à vous, je les connais. Et donc, 4e de couverture de cet ouvrage, qui est un recueil des messages. Ça existe en ligne maintenant, c'est assez facile à trouver. Mais 4e de couverture, je lis, je cite, beaucoup de guillemets, hein, c'est pas moi qui parle. Si la germanophobie et l'américanophilie du maréchal Pétain furent pour le moins regrettables, il serait profondément injuste de manquer pour autant de reconnaissance envers celui qui, malgré son grand âge, n'hésita pas à sacrifier sa tranquillité et son intérêt personnel à la cause du peuple. La cause du peuple, c'est un journal maoïste des années 70, il n'y a pas de lien. Son intérêt personnel à la cause du peuple, à venir à l'appel de la nation, lorsque la tourmente faisait rage, penser les plaies de cette France qu'il aimait tant. Il y a même, face aux insultes et aux calomnies dont le maréchal fait régulièrement l'objet, le devoir d'exprimer publiquement cette gratitude. Mais ce que la lecture des discours et messages rassemblés en ce volume par Sébastien Ferreira nous amène à réaliser, c'est que le maréchal Pétain doit aussi rester pour nous un guide, que les principes de la Révolution nationale qu'il initia sont ceux qui, demain, nous permettront de reconstruire une société d'ordre organique et hiérarchique, libérée de l'individualisme, du matérialisme et de l'hédonisme qui prévalent aujourd'hui. C'est en revitalisant ces principes, plus qu'en déposant des gerbes, que nous montrerons notre fidélité au maréchal. Alors, c'est des termes qui auraient pu être écrits il y a 40 ans. Et puis, il y a cet effet de miroir grossissant d'Internet ou de Twitter, X, machin, tout ce que vous voulez, qui fait que le moindre dingue ou le moindre facho dans son coin a la même place, grosso modo, que ce qu'on pourrait écrire sur les autres ouvrages. Il n'empêche le fait que Monsieur Abosite, mais aussi Monsieur Zemmour, on place dans le débat public et qu'il faille écrire des ouvrages pour expliquer que oui, le capitaine Dreyfus était innocent, oui, le maréchal Pétain méritait largement le procès qui a été le sien, dit quelque chose. Là, on revient à ce que disait Madame Doré-Rivet, on revient sur les représentations de quand même cette dictature dans la France contemporaine, et peut-être rencontrez-vous ça de temps à autre avec vos publics. Il y a en quelque sorte un souci. Donc, il y a de quoi lire et de quoi réfléchir. Alors, simplement, Vichy, quelle source ? Quelle source ? Là, il s'agit d'un extrait d'un poster que j'avais qui a disparu dans mes multiples déménagements de bureau, hélas. Donc, vous voyez la bouteille, Vichy, source de l'État. Et en bas, c'était bien pour des historiens, il y avait marqué « Prendre soin d'indiquer la source ». C'était vraiment parfait. Hélas, j'ai perdu ce...
Alors, source nouvelle et source tarie. Alors, source nouvelle, c'est une nouveauté, disons, les quelques 10 dernières années. Le journal de Paul Morand en 2 volumes. Gallimard nous écrit bien en gros que c'est inédit. Ceci dit, ça prouve à la fois à quel point ces gens vivaient hors du temps et aussi, au fond, à quel point ces gens étaient antisémites, mais ce n'est pas une surprise. Le journal aussi, il apparaît là de Maurice Garçon. Non, il n'apparaît pas. Il devrait, voilà. Le journal de Maurice Garçon, plus intéressant. Donc, je crois qu'il y a 3000 pages de journal de Maurice Garçon. 2 volumes sont déjà parus, mais celui-ci est en poche chez Tempus, qui devient au fond le grand éditeur d'histoire, remplaçant un peu Point Seuil. Donc Maurice Garçon, grand avocat parisien, ces races d'avocats qui sont un peu littérateurs aussi. Le grand sujet de Maurice Garçon, c'est l'Académie française. Il finira par y entrer peu après la Libération. Mais donc, il connaît tout le monde, il voit tout le monde, il garde ce journal. Et donc, on apprend beaucoup de choses sur ce milieu parisien. Et il a l'avantage, c'est un journal privé, donc de ne pas mâcher ses mots. Tout récemment paru aussi les notes sur la guerre de Pierre Renouvin. Pierre Renouvin, grand historien, titulaire de la chaire des relations internationales à la Sorbonne de la fin des années 40 aux années 70. Des notes sur la guerre, là aussi, prises au jour le jour. Et dans ces 3 ouvrages, et il s'agit de 3 personnes tout à fait différentes, malgré tout, un antisémitisme latent, fort présent. Lorsque les statuts des Juifs apparaissent, moins en 1942, mais lorsque les statuts des Juifs apparaissent, aucun de ceux-là n'ont le moindre prise de recul. Au contraire, cela leur paraît une mesure nécessaire pour lutter contre l'envahissement, enfin tout ce qu'on peut imaginer de cette époque. Et il ne faut pas croire, l'explication par l'air du temps est quand même quelque chose d'extrêmement faible. Il y a des gens qui sont capables d'écrire autre chose. Je ne sais pas si vous avez lu le journal des années 40, ça s'appelait Journal des années noires de Jean Guéhenno, c'est tout à fait autre chose. Et Jean Guéhenno, au moment même, quand il lit ça, dit on ne peut pas faire ça, la France ne peut pas faire ça. Donc vous voyez, il faut faire attention de dire oui, c'est l'air du temps, à l'époque tout le monde était comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, source nouvelle certes, mais vous voyez que j'ai aussi écrit source tarie, parce que des ouvrages vraiment fondamentaux, et j'allais dire qui nous en disent plus sur le régime, et sur ce qui se passe, sur ce qui se joue, ne sont plus disponibles. Alors, on peut les chercher, on peut toujours aller traîner sur Internet et acheter des choses, mais les mémoires de Joseph Barthélemy, c'est absolument fondamental. Joseph Barthélemy meurt en 1944, il avait un cancer, donc il n'est pas jugé, mais Joseph Barthélemy, c'est le garde des Sceaux entre janvier 41 et, je crois, le printemps 1943. C'est un professeur de droit public. Il a été député de droite, je ne sais plus comment s'appelait les partis de droite, Alliance démocratique ou chose comme ça, du Gers en 32. Il est battu en 36. C'est quelqu'un qui écrit énormément, qui a enseigné le droit public républicain toute sa vie et qui se met au service de Pétain d'une certaine manière, du régime en tout cas. Il signera le texte sur les sections spéciales. Il est ministre au moment des rafles. Donc, il est mourant quand il écrit ça, donc il a une tendance à être sincère. C'est un livre, à mon sens, absolument fondamental. De même que sont fondamentaux les éphémérides de Pierre Limagne, éphémérides de 4 années tragiques. Pierre Limagne, c'est le chroniqueur, directeur politique de La Croix,
avant-guerre, et tous les jours, il prend des notes, il met en annexe les consignes de censure, puisqu'il est toujours au journal La Croix, les consignes de censure reçues du régime. Et là, on a 3 volumes qui pourraient facilement être en ligne, qui ne le sont pas. 3 volumes donc, qui sont publiés juste à la Libération. Il enterre ça dans son jardin, il le déterre à la Libération. C'est publié à la Libération. C'est réédité dans les années 1980. C'est évidemment totalement indisponible. Et alors, un tout petit peu plus choquant quand même, un travail. Là, il s'agit d'une photo du site des Archives nationales, un travail mené conjointement par le CNRS, l'Institut d'histoire du temps présent, et si Christian Delage était là, comme il a été directeur de l'IHTP, je lui aurais posé la question. Dans les années 2000, un gros financement du CNRS d'un côté et d'une fondation allemande, la fondation Volkswagen, pour la publication conjointe en ligne des synthèses des rapports des préfets de Vichy et des rapports du MBF, du Militaire Befehlshaben Frankreich, des autorités d'occupation. Et c'est un gros travail, notamment de collationnement, parce que, donc évidemment, chaque préfet envoie mensuellement un rapport au gouvernement, un rapport précis, parce que Darlan, à l'été 1941, réunit les préfets et leur dit « Écoutez, je lis de temps en temps que la situation est formidable, que le maréchal est adoré et que le gouvernement chante ses louanges toute la journée. Alors de 2 choses l'une, soit vous êtes des imbéciles, parce que je sais très bien que c'est complètement faux, soit vous êtes des imbéciles et j'ai pas besoin de vous, soit vous êtes des menteurs et j'ai pas besoin de vous. Donc j'ai besoin de rapports précis, et vous le avez peut-être travaillé déjà avec les rapports de préfets, c'est une source extrêmement vraie, si j'ose dire, extrêmement précieuse d'informations. Alors, ces rapports ensuite, puisque chaque préfet envoie au ministère de l'Intérieur son rapport, et il y a des services du ministère de l'Intérieur qui sont chargés de faire des synthèses pour le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le vice-président du Conseil, pour Pétain, pour son entourage. Alors, c'est un peu compliqué de trouver cette synthèse parce que ce régime il n'est pas aussi organisé qu'il aimerait le prétendre, et donc il a fallu, pour trouver ces rapports, aller un peu partout. Donc, deux historiens, Vincent Viette puis Florent Braillard, ont été... Florent Braillard, dont vous connaissez les travaux sur la Shoah et aussi sur la publication de Mein Kampf il y a quelques années, ont été recrutés. Moi, je supervisais ça côté français. Le travail était fait parallèlement pour le MBF par l'Institut historique allemand de Paris, sous la supervision de Stéphane Martens. Tout ça a été mis en ligne avec des textes introductifs assez précis. Comment est-ce qu'on fabrique un rapport? C'était Tal Brutmann, dont vous avez sans doute entendu parler aussi, qui avait fait ce travail. Qu'est-ce qu'un préfet? Enfin, il y avait pas mal de choses. Et donc, on va sur le site du ministère de l'Intérieur et on vous dit, là, il y a, pour les historiens, quelque chose d'intéressant, les rapports des préfets sous l'occupation. Et je crois que tout en bas, vous voyez, consulter les rapports des préfets sous l'occupation, on clique et on a ceci, la page que vous cherchez n'a pas été trouvée. Voilà, donc je ne sais pas, c'est quelque part dans la machin-sphère, là, dans l'internetosphère, mais ça n'est plus disponible, ce qui est quand même absurde. Ça existe, c'est un document, une documentation absolument fondamentale et très utile. Hein. Ça a été disponible, alors tout espoir n'est pas perdu, sauf que peut-être qu'à part les archives nationales, les institutions ne savent pas conserver des archives, y compris des archives numériques. Alors, on verra. Alors, question, si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu de choses, mais bon, ça c'est une réflexion de vieillard. Hein. Moi, je trouve que dans les années 90,
il y avait beaucoup plus de choses. Déjà, il y avait ce que j'ai écrit, mais pas que. C'est vrai que ces années 90 ont été celles, sans doute, des thèses sur la résistance. Hein. Il y avait peu de choses sur la résistance, et là, sous la direction de Jean-Pierre Azéma, de Pierre Laborie, thèse de Laurent Douzou sur Libération Sud, thèse d'Olivier Viviorca sur Défense de la France, et puis aussi, autre versant, un peu la société française sous Vichy, votre serviteur sur l'administration, Liora Israël sur les avocats, Gisèle Sapiro sur les écrivains, Alain Banco sur les magistrats. Et là, on voyait effectivement apparaître, se construire cette pyramide du savoir. Ce savoir, il se construit de manière incrémentale. Et je trouve que on a moins de... Bon, alors, on ne va pas pleurer trop. Je vous ai cité quand même quelques exemples. Des bios. Hein, les bios, la France n'est pas très douée en bio. C'est plutôt une spécialité britannique. Il n'empêche, Renaud Mels, très bon livre, très très bon livre sur Pierre Laval. C'est chez Perrin, donc si on attend quelques semaines ou quelques mois, ça devrait passer chez Tempus et être un peu moins cher, mais très bonne bio de Pierre Laval. Renaud Mels a d'ailleurs publié dans la Nouvelle Histoire de la France contemporaine en point seuil le livre sur les années 30, hein, et vraiment très recommandable. Julian Jackson, Vichy face à ses juges, et Julian Jackson, vous avez peut-être lu sa biographie de Gaulle, outre que c'est un excellent historien, il a l'avantage d'être britannique, au sens où il n'hésite pas, par exemple, à dire là, De Gaulle est quand même vraiment franchement ridicule. Et pour un historien français, même, donc, le livre est vraiment intéressant sur ce qu'est cette société française d'août 45. Donc les acteurs, les politiques publiques également. Donc quand même, cette histoire économique de Vichy, j'aurais dû mettre les années. Hein, vous voyez, mais tout ça, c'est chez Perrin aussi. Donc Perrin est quand même... Je crois que l'histoire économique de Vichy, elle est publiée dans une collection dirigée par Olivier Viviorca, donc il vous en parlera et vous en parlerez aussi facilement, parce que c'est vrai que j'ai dit que la France n'est pas top sur les biographies, elle n'est pas non plus top sur l'histoire économique et sociale. Donc cet ouvrage de trois historiens, le plus spécialiste d'histoire économique là-dedans, c'est Florent Lebotte, qui a travaillé au départ sur l'arianisation des professions artisanales. C'était sa thèse, et je crois qu'il travaillait plutôt sur le monde du cuir sous l'occupation. Et là, vous voyez côte à côte, je ne sais pas si on voit bien, si Jean Bichelonne et Pierre Catala, donc Bichelonne, celui qui a la canne, hein, et Catala, le ministre des Finances de Laval, hein, très proche de Laval. Je me suis permis de rajouter cet ouvrage Vichy et les préfets, qui est la résultante de 3 colloques voulus par le ministère de l'Intérieur. Le premier s'est tenu à Lyon en 2016, et j'ai plaisir à souligner que c'était avec M. Rivet à l'époque qu'on l'avait préparé. Donc 3 colloques. À l'époque, j'étais président du comité pour l'histoire préfectorale, et le premier sujet qu'on propose au secrétaire général du ministère de l'Intérieur, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Je disais, bon, est-ce qu'ils vont prendre ou pas prendre? Et alors le secrétaire général nous dit, oui, ça m'intéresse, mais à une seule condition, que vous ne nous dites pas qu'ils étaient tous résistants. J'ai dit non, parce que ça a été quand même très longtemps la Vulgate. Hein, on avait un petit livre dans les années 90, c'était une collection d'initiation à la vie publique pour les enfants, les ados. Ça s'appelait Raconte-moi le Sénat, raconte-moi la décentralisation, raconte-moi. Alors là, c'était Raconte-moi le préfet. Je vois pas beaucoup d'enfants tendant les bras, papa, raconte-moi le préfet. Bon, enfin bon, c'est eux qui font les bouquins, c'est pas moi. Et donc, le corps préfectoral, grandiose, génial, etc. Deuxième Guerre mondiale, Jean Moulin fait les 3/4 de la page, comme ça, là, taux résistant. Et puis, page d'après, à la Libération, les préfets sont tous changés. Tiens, c'est bizarre.
tous résistants, tous changés, c'est bizarre. Bon, donc là, on progresse un peu. Donc on a dit au secrétaire général, on ne vous dira pas qu'ils sont tous résistants, on ne vous dira pas non plus qu'ils sont tous collabos. On va essayer de regarder un peu ce qui s'est passé. Donc en 3 colloques, on a quand même eu les moyens. Le premier à Lyon en janvier 2016, il y en a eu un à Caen, avec le mémorial de Caen, en fin du printemps 2016. Le troisième à Paris à l'automne 2016, et tout ça collationné dans un livre, Vichy et les préfets. Moi, je voulais appeler ça préfet et préfecture, de la même manière que je l'ai dit tout à l'heure que Pie XII à lui seul ne fait pas le Vatican ni l'Église. De la même manière, le préfet ne fait pas grand-chose sans préfecture. Et donc, c'est aussi intéressant d'aller regarder un petit peu en dessous les chefs de bureau, les chefs de division, ceux qui font vraiment tourner la machine. Et là-dedans, j'ai commis un texte, j'en ai commis plusieurs, mais un qui s'appelle, sinon Mythe et représentation, mais je crois Mémoire et fiction des préfets de Vichy. Donc, vous voyez, là, on sera en plein. Avec les préfets, j'ai pas tellement de chance côté recherche, parce qu'il y a eu 2 thèses sur les préfets de Vichy, une en 2001 ou 2, Élodie Prospagnier, dans laquelle j'ai été copieusement plagié, donc là voilà, c'était moyen, et une autre au jury de laquelle je crois était Olivier Vieviorca, soutenu l'année dernière ou il y a 2 ans à Caen, et au jury duquel je n'étais pas. Donc ça, ce sont les mystères du monde académique. Donc je ne sais pas, c'est Johanna Sarrazin peut-être fera-t-elle un livre sur les préfets de Vichy. En attendant, vous devez vous contenter de cela, mais c'est pas si mal. Alors, la recherche marquerait-elle le pas, ou bien ne fait-elle pas le poids? Alors là, plaisanterie. Ce livre-là est paru récemment de Claude Quetel, Vichy, vérité et légende. On est en plein dans ce dont il faut qu'on parle aujourd'hui. Le pétainisme est-il un fascisme? Une police totalement dévouée à Vichy? Pétain était-il sénile? 40 millions de pétainistes. Bon, c'est pas mal. Mais si j'ai mis cette balance, c'est que le hasard a fait que j'ai, je ne sais pas pourquoi, pesé ce livre. Il pèse 264 grammes. Et j'ai pris dans ma bibliothèque 2 ouvrages qui sont là. Un livre d'Yves Durand, Vichy 1940-1944, dépôt légal 4e trimestre 1972, et ce petit livre de Gérard Miller. Gérard Miller, vous savez, c'est le psychanalyste télévisuel, mais je ne sais pas si on le voit encore beaucoup. Je crois qu'il a quelques soucis avec les dames. Et non, excusez-moi, celui-là fait 262 grammes. Et Les Pouces au jouir du maréchal Pétain, qui est malgré tout son DEA Master 2 aujourd'hui, sous la direction de Roland Barthes, qui est une réflexion sur les mots de Vichy et donc les sujets, la table des matières, la méthode Pétain, la voix, le maréchal Christ, notre père, l'œil, goûter au pinard, l'homme aux 7 étoiles. Et ces 2-là, sur ma balance, 262 grammes. Eh bien, écoutez, franchement, on en sait quand même beaucoup plus, on réfléchit beaucoup plus, on comprend beaucoup plus dans ces 262 grammes des années 70 que dans ces 264 grammes des années 2020. Donc, je ne sais pas, peut-être il y a un souci de simplification, en disant il faut aller... Quand on dit à un éditeur pourquoi est-ce que vous ne publiez pas des livres comme ça, ils disent mais des livres comme ça ne se vend pas. Il faut vraiment faire des choses simples, serrées, aérées, parce que, bon, je ne veux pas prendre l'antienne, les étudiants ne lisent plus, mais voilà. Bon, c'est l'avantage des bibliothèques. Le Durand, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible. C'était vraiment un très très bon texte. C'était une des premières synthèses sur Vichy, sur la dictature pétainiste, et c'était quand même précieux.
Alors, pour moi, j'ai quand même, pendant une vingtaine d'années, enseigné ce régime, cette histoire au sein de l'EHESS. Et l'EHESS a fini par se rendre compte que les étudiants existaient, non sans peine, mais donc j'ai aussi enseigné en Master 1 ou en Master 2. Et quelque chose qui, pour moi, est assez précieux, c'est quand même le quotidien. C'est le quotidien, et donc sous divers aspects. Alors là, on voit le... Oui. Donc ça, c'est un livre de Bénédicte Vergès-Chaignon, tiré d'un livre qu'elle avait fait avec Éric Allary, Archives du quotidien, c'est-à-dire beaucoup de photos, beaucoup de documents. Ce sont des livres qui ont moins de raison d'être aujourd'hui parce que tout cela se trouve facilement sur Internet. Et donc, autant dans les années, jusqu'aux années, disons, 2000, il y avait beaucoup de livres, notamment les photos. Les photos étaient difficiles à trouver. La documentation française a publié des images de la France de Vichy. Bon, donc ces livres existent, mais la plupart de ce qu'on y trouve se trouve également sur Internet. Alors ici, vous voyez des choses très différentes. On sait bien que cette époque fut aussi l'âge d'or du cinéma. On allait au cinéma parce que c'était chauffé. Christian Delage vous en parlera cet après-midi. La réception des films, il y a eu quand même pas mal de travaux, Sylvie Lindeperg, mais aussi des travaux des historiens du cinéma. On a beaucoup travaillé sur la Continentale, sur l'image de la France que donnaient les films de l'époque. Les Inconnus dans la maison, avec Rému, Le Corbeau, avec Pierre Freinet, tout film tourné produit par la Continentale. La mode, travaux là aussi. Il y a des gens, la vie mondaine parisienne était quelque chose de développé. Travaux de Dominique Veillon sur la mode. Alors là, j'ai fait figurer ce livre, La Résistance. C'est plutôt à Olivier Vieillorca d'en parler, mais les travaux de Laurent Douzou, qui a très longtemps enseigné ici à Lyon, lui a travaillé sur la Résistance, la mémoire gravée par les timbres, et donc le terme oblitéré. Laurent Douzou est un adversaire résolu, comme je le suis, de cette idée de résistentialisme, à savoir que la France était tout entière portée par... comme si les Français, comme si De Gaulle croyait ce qu'il disait, et comme si les Français croyaient ce qu'on leur disait. Évidemment, quand De Gaulle dit « nous avons tous été résistants », il sait que c'est complètement faux, et quand les Français le reçoivent, ils savent que c'est complètement faux. Et tout le monde fait comme si, pour des raisons importantes, parce que la France ne peut pas... Si vous voulez, si on dit le 18 juin, il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire, le 18 juin 40, on ne peut pas dire 50 mois plus tard, malheureusement, elle est présente à la victoire grâce à 0,001% de ces enfants qui ont sacrifié leur vie, pendant que les autres survivaient tant bien que mal. Enfin, il y a millions d'attitudes. Lisez, alors là, je ne l'ai pas cité, mais lisez Pierre Laborie, le grand historien qui a réfléchi sur cette époque. Si on faisait un sondage en disant, je ne dis pas vous, mais un public un peu plus général, qui sont les historiens importants qui ont travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale, il est à peu près certain que les deux noms fondamentaux ne seraient pas cités, Philippe Burin et Pierre Laborie, qui sont des gens peu connus. Et donc Douzou, donc ce timbre-là, c'est Jean Moulin, je crois que c'est 1957. Donc, si la France est tellement résistentialiste, tout ce que vous voulez, comment se fait-il que... Et donc moi j'ai l'avantage, si vous voulez, de travailler sur des affreux. Donc là, timbre, je crois celui du haut de 1944,
émis à l'occasion du 88e anniversaire de Pétain, donc sur les réalisations du régime. Celui d'en dessous, et vous voyez la Légion tricolore. La Légion tricolore, c'est ce truc bizarre lorsque Laval essaye de récupérer la LVF, donc là, ceux qui décident d'aller se battre à côté des nazis, à côté de la Wehrmacht, sur le front de l'Est, la Légion des volontaires français. Et il essaye de la franciser un petit peu en créant cette Légion tricolore. Et je crois qu'elle n'a jamais été beaucoup plus loin que le timbre-poste. Mais vous voyez que c'est les armées de la Révolution et de l'Empire qui sont convoquées là. Donc le timbre, cet outil très banal, hein, qui a aussi cette particularité pour l'historien, moi je trouve, qui est qu'il nous arrive aussi frais qu'il était. Si vous voulez, quand on voit un journal, le journal, il a son âge. Le timbre-poste, il est conservé dans des albums, dans des enveloppes et tout, et on a le même produit que celui qu'avaient les Français de 1942. Et donc il y a dans cette petite chose, mais très répandue, peut-être pas cela, mais les timbres avec Pétain, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Ça dit quelque chose de la même manière qu'au sens propre. Alors là, la chanson. Dans ces séminaires, je faisais toujours une séance consacrée à la chanson. Donc ça, c'est aussi facile à trouver. Ça, c'est l'époque où il y avait des CD. Maintenant, tout ça est sur Internet. Alors on m'a dit que le son ne passerait pas, mais je suis gaulien, je ne veux pas baisser les bras. Et donc je vais essayer de vous mettre Renouveau. Je ne sais pas si vous connaissez Renouveau. Ah oui, ça passe pas mal. Les temps malsains sont révolus pour le pays qui va renaître. Vous entendez? Nous sommes devenus, après nous être crus les maîtres, que nos pas incertains prennent le droit chemin. Bannissons le mensonge et la haine cruelle, et gardons confiance en d'autres lendemains, pour le plus beau destin de la France immortelle. Attendons avec confiance, attendons le grand renouveau, construisons la nouvelle France, à nos bras et nos cerveaux, en stimulant l'activité chez la jeunesse, nous forgerons le muscle humain pour l'avenir, de nos cœurs tirerons les richesses, et du travail extrayons le plaisir. De la sève coulant à flot, dans le cœur de notre vieux chêne, un vaillant esprit est éclos, qui rendra nos âmes sereines. Il n'est pas de bonheur sans amour ni bonté, que l'immense famille des humains soit bénie. Patience, courage et bonne volonté fondront à l'univers sa divine harmonie. Attendons avec confiance, attendons le... Ça va peut-être comme ça. Mais bon, vous avez toute une série de choses. Une chanson qui s'appelle « Que la France est belle » et qui, ça résonne, qui évoque tous les paysages de France. Donc cette idée de recréer l'unité, une chanson sur la force du travail. Celle-ci, je ne sais pas si vous entendez, à un moment, elle est quand même contre le pays a failli périr, nous étions des enfants, ça renvoie peut-être à cette image de la maison France détruite. Bon, à mon sens, c'est là aussi relativement riche en termes de sens, hein, de signifiant, comme aurait dit Barthes ou Gérard Miller. Mais il y en a de toutes les sortes. Hein. Il y a aussi des bluettes, évidemment. On sait que le cinéma nazi, ou la chanson nazie, le cinéma nazi, c'est la grande époque de la petite comédie musicale,
pas l'auberge du Cheval Blanc, mais ce genre de choses. Alors, ah non, non, j'espère que ça ne va pas se remettre. Alors, la dernière chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, et qui s'adresse peut-être vraiment directement à vous, c'est ce projet pédagogique auquel j'ai été associé depuis maintenant 3 ou 4 ans, et qui consiste, qui a donné matière à un ouvrage que je pourrais faire peut-être circuler, je ne sais pas s'il me revient, qui est la mise en pièce ou la construction comme pièce de théâtre d'une archive. C'est un travail, alors une histoire un peu étonnante. Je connaissais par une amie la directrice du Conservatoire supérieur d'art dramatique, CNSAD, donc là, ce qui forme les comédiens à Paris. Et en 2021, on était entre deux séries de masques. Elle me dit, j'aimerais bien que les élèves du conservatoire comprennent ce qui s'est passé dans cette maison. Je voudrais faire poser une plaque à la mémoire des professeurs et des élèves qui ont été persécutés et ceux qui ne sont pas revenus. À l'époque, le conservatoire d'art dramatique et le conservatoire de musique sont un seul. Ils ne sont scindés qu'à la Libération. Donc, elle me dit, est-ce que tu ferais une conférence et ensuite on voudrait créer des ateliers avec les élèves? Conférence, oui, moi je peux faire des conférences. Mais je lui dis, mais il y a surtout quelque chose qui me paraît intéressant. Il se trouve que quand je faisais ma thèse, dans les années 90, je suis tombé sur un document qui me paraît de nature à pouvoir intéresser des professionnels du théâtre. Je vous dis de quoi il s'agit. Dans un dossier de la série F60, c'est-à-dire secrétariat général du gouvernement, donc les services de coordination, ce qu'on appellerait aujourd'hui les services du Premier ministre, il y a un dossier évidemment juif, code F60 490, et dossier juif que je ne pouvais pas ne pas consulter. Et là-dedans, il se trouve que le statut des Juifs, vous le savez, est du 4 octobre 1940, publié au Journal officiel le 18 octobre 1940, et son article 7 dit « Le présent statut entrera en vigueur 2 mois après sa publication ». En France, il y a toujours une journée, ce qu'on appelle le jour franc. Les lois ne sont applicables que le lendemain de leur publication au Journal officiel. Donc, 18 octobre, ça fait 19 octobre, plus 2 mois, 19 décembre. Donc il faut que le 19 décembre 1940, il n'y ait plus un juif dans toute l'administration française, que des décrets aient été pris pour limiter leur place chez les avocats, dans les professions comment on appelle ça, réglementées, les huissiers, les avoués, qu'il n'y en ait plus dans la presse, etc. Et donc, le 16 décembre 1940, qui est un lundi, le secrétariat général du gouvernement, ça s'appelle à l'époque le secrétariat général de la vice-présidence du Conseil, fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une RIM, une réunion interministérielle, réunit tous les ministères à Vichy, l'hôtel Thermal à l'époque, et dit, bon, ben, nous allons vérifier que tout est au point. Évidemment, sans doute, c'est l'administration française. C'est l'administration française dans une période où il est particulièrement difficile d'administrer. Rien n'est prêt. La question était, on va exclure... il ne faut plus qu'il y ait de juifs fonctionnaires, mais en décembre 1940, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un juif. La loi a essayé de l'expliciter et regarder comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents seulement si son conjoint lui-même est juif. Donc, est juif, mais ça renvoie... Comment est-ce qu'on sait si le grand-parent est juif, vous voyez ? Et d'autre part, il n'y a pas de statut des fonctionnaires, donc on ne sait pas ce que c'est qu'un fonctionnaire. Et donc, cette réunion est difficile, complexe. Et alors, ce qu'il y a de tout à fait particulier, c'est que dans les archives, il y a un compte-rendu là, qui fait 4-5 pages, dit telle décision est prise, mais il y a un verbatim, il y a les minutes. On a un document de 60 pages où il y a Monsieur Lagrange, messieurs, la présidence du Conseil a cru bon de provoquer cette réunion, cette conférence, tous les départements, je l'espère, ils sont représentés. Donc on sait, ça veut dire qu'il y avait
une sténographe, sténodactylone, une sténographe, quelqu'un qui, je dis une parce qu'il faudrait dire un ou une, mais bon, à l'époque, je crois qu'encore aujourd'hui. Donc, on a alors de temps en temps, on n'arrive pas à voir les noms, ça va très vite, mais on a 60 pages de théâtre. On a une pièce de théâtre. On a Monsieur Lagrange, vice-présidence du Conseil. Vous avez ici de dos Monsieur Delvolvé, secrétariat d'État à la justice. Delvolvé, bras droit d'Alibert, le garde des Sceaux, homme d'Action française. Vous avez au fond un petit bonhomme avec des lunettes qui représente le ministère de l'Intérieur. J'ai oublié comment il s'appelait, le docteur Limousin. Et donc, ce texte a été confié, je le confie donc à la directrice du conservatoire en disant « Regarde si on peut en faire quelque chose ». Elle le passe à sa directrice de la recherche, Ketty Irubeta-Goyena, dont vous voyez le nom ici, qui en fait une pièce de théâtre, qui resserre les choses. Il y a 17 membres de 17 représentants de l'administration. Pour les militaires, il y a 5 personnes, l'air, la marine, l'armée de terre, la coordination, le je ne sais quoi. Donc elle resserre tout ça pour en faire une pièce de théâtre. Elle change un peu l'ordre parce qu'on ne sait pas pourquoi la réunion commençait par un examen de l'article 8. Donc elle commence par un examen de l'article 1er, elle enlève les choses très très techniques, et elle en fait cette pièce de théâtre, d'abord comme atelier de recherche au sein du conservatoire. Au Conservatoire de Paris, tous les travaux traditionnellement mis en scène de Tchekhov, de Shakespeare, de Racine, de qui vous voulez, d'auteurs contemporains, mais celles-ci aussi sont présentées au public. Donc il y a des représentations publiques, il y en a 3 ou 4, et cette représentation publique-là, ça fait un peu tilt, et il y a pas mal de gens qui disent « mais c'est intéressant, ça pourrait quand même être montré », d'autant que le choix de la metteur en scène et qu'il ne s'agit pas de mettre ici une table avec 8 personnes autour et que le public soit ici. Il s'agit de prendre une pièce tout à fait différente, la pièce de votre conseil d'administration ou la grande salle de réunion, de mettre des tables côte à côte, de faire une table de 30 personnes, de mettre les acteurs et actrices à 8 places là, et que les 22 autres places, plus encore une vingtaine de places derrière, tout le monde soit autour de la table. Tout le monde est dans la réunion. Et donc, ça s'est joué comme ça. Et depuis maintenant, depuis l'été 2023, cette pièce tourne, et notamment énormément, et je pense que ça peut vous intéresser, dans les collèges, dans les lycées, dans les archives départementales à l'attention des publics scolaires ou de publics généraux. Ça s'est joué à la Cour des comptes à Paris, ça se jouera bientôt au Conseil d'État à Paris, ça s'est joué à Vichy dans l'hôtel même où a eu lieu cette réunion. Ça se jouera peut-être au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Alors bon, je ne vais pas faire l'article. Ça coûte un peu d'argent, mais les crédits du Pass Culture sont mobilisables et semble-t-il, c'est-à-dire le jour où on a dit à un collège que ça coûtait 3 200 € pour 2 représentations, mais les crédits du Pass Culture sont utilisables. Donc ça, visiblement, je ne connais pas. Ça a l'air plus compliqué en 2025 qu'en 2024. La France n'ayant pas de budget, on s'est fait retoquer. Une préfecture avait dit oui, ça nous intéresse. Et puis là, la préfecture nous a dit oui, mais pour l'instant, on n'a de l'argent que pour le chauffage. Bon, c'est bien pour eux. Donc voilà, bon, peu importe. Ce qui importe, en revanche, et je vais m'arrêter là, c'est que donc la pièce, la participation, et si vous voulez, c'est intéressant aussi, hélas, parce que les modes de décision publique n'ont pas changé. C'est-à-dire que des rimes comme ça, il y en a à Matignon tous les jours, il y en a 10 sur
pas les mêmes sujets, mais si, qu'est-ce qu'on va faire pour supprimer l'aide médicale d'État? Ça va se passer comme ça. Et donc, ce sont aussi, je vais dire des cours, enfin, ça s'appelle plus instruction civique, mais c'est qu'est-ce que c'est que la décision publique, comment ça fonctionne, cette machine étatique. Et donc, la représentation dure 3/4 d'heure, et c'est suivi d'une demi-heure, à peu près, un peu plus, un peu moins, ça dépend. C'est suivi de discussions avec le public, et c'est un exemple que je cite toujours, mais comme c'est la première fois que je vous vois, c'est la première fois que vous l'entendez. J'ai été absolument scotché il y a un an, en janvier 2024. Cette pièce s'est jouée dans un village de la Creuse qui s'appelle Bénévent-l'Abbaye. C'est pas grand, Bénévent-l'Abbaye, et devant des quatrièmes, troisièmes mélangés. Et à la fin, on n'est pas très vieux en quatrième, à la fin, un petit garçon là lève la main, disant: Monsieur, moi c'est pas une question que je voulais poser, je voulais simplement dire que je trouvais que ces gens étaient des barbares. J'ai été absolument scotché. Je veux dire, bon, j'imagine que vos collègues de Creuse avaient fait leur boulot, mais percevoir ça, c'est-à-dire percevoir qu'on a là des barbares en cravate, c'était quand même... Et alors, ces barbares en cravate, il y en a 3 particulièrement qui mènent le jeu, comme toujours dans l'administration française. La présidence du Conseil, aujourd'hui service du Premier ministre, qui convoque et qui préside, les finances, les finances sont toujours là-dedans. Il y a des réunions, il y a d'autres réunions sur le statut des Juifs, sur le sort des Juifs, et à un moment, il y a un projet qui s'appelle, je crois, le projet Madagascar. On dit ici, on les envoyait tous à Madagascar, et les finances disent: c'est très intéressant, attendez, doucement, qui est-ce qui paye le billet, hein? C'est nous, c'est eux. Est-ce qu'on prévoit le retour? Est-ce qu'on prévoit pas le retour? Donc vraiment des trucs finances, quoi. Et le troisième, là, alors d'habitude, dans le troisième larron, c'est le ministère de l'Intérieur. Là, pour des raisons spécifiques que j'ai essayé d'expliciter, donc dans ce livre, il y a l'archive initiale, il y a le texte de la pièce, il y a un texte de la metteur en scène, comment est-ce qu'on passe de l'archive au théâtre, commenté par les interprètes qui disent, pour eux, c'est infiniment plus facile de jouer du Shakespeare ou du Tchekhov que de se mettre dans la peau d'un haut fonctionnaire français, un haut fonctionnaire des années 40. Et moi, j'ai fait un texte plus historique, essayant de dire quels étaient les enjeux. Donc là, le ministère qui compte, c'est le ministère de la Justice. Et ce qui est intéressant, on se dit, bon, ces gens, comme la réunion dure un peu longtemps, les gens se lâchent un peu, si vous voulez. Au début, c'est-à-dire, ils se lâchent, c'est jamais violent, quoi, c'est jamais ces salopards, on va leur faire la peau. On est entre hauts fonctionnaires, barbares en cravate, mais on a des énoncés d'un antisémitisme qui sortent comme ça. Donc, et c'est aussi une trouvaille de mise en scène. La metteur en scène fait que le cours de la réunion, le cours lisse, comme ça, horizontal, s'interrompt 5 ou 6 fois. Les gens se lèvent et disent: vous voyez, je suis monsieur machin, ça dure 1 minute, j'entre au Conseil d'État en 1924, je fais ça, et ils racontent ce qu'ils font après la guerre. Aucun n'a le moindre souci. L'un devient le grand homme. Il écrit le traité CK de Jean Monnet, le traité de Communauté européenne du charbon et de l'acier. Jean Monnet a besoin d'un juriste, et téléphone à René Cassin, quand même, grand résistant. Cassin dit: je vais vous envoyer monsieur Lagrange, vous verrez, il n'est pas drôle, mais il est sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Lagrange fait ce que la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et quelqu'un qui s'appelle Antonin Cohen, qui a écrit un ouvrage, c'est un politiste, sur l'influence de l'idéologie de Vichy sur la construction européenne. Qu'est-ce que c'est que la communauté, ce qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne? Mais c'est un dispositif dans lequel la loi, ce qu'on appelle les directives, ce qui a valeur de loi, c'est les directives, sont prises par le Conseil des ministres. Autrement dit, c'est l'exécutif qui prend la loi. Ça vous dit rien, un régime dans lequel c'est le gouvernement qui rédige les lois. Et donc, ce Maurice Lagrange, aucun souci. Il a un petit problème à la Libération parce qu'il a
accepté la francisque. Donc la francisque, il y avait vous savez, la décoration pétainiste, mais on lui demande quand même que le Conseil d'État va de force s'auto-épurer. De toute façon, il sera le juge ensuite des décisions d'épuration. Donc on demande quand même à Maurice Lagrange, veuillez nous dire ce que vous avez fait au cabinet, enfin à la présidence du Conseil entre juillet 40 et avril 42. Il s'en va quand Laval revient. Et donc il rédige son truc de sa main. Et alors là, c'est formidable. C'était de la vérité alternative avant Trump. Il dit en tout cas quelque chose qui est sûr, dans ces temps difficiles, je me suis efforcé de tout mon être, de toute ma personne et de tout mon cœur à faire en sorte que les lois ne frappent pas les juifs et les francs-maçons. Qu'est-ce que ça aurait été? Parce que vraiment, c'est un mensonge pur et simple. Je trouve absolument normal que les accusés mentent. Je trouve moins normal que les gens acceptent comme ça. Je veux dire, si moi, en 1993, je trouve ce texte, le Conseil d'État, en 1945, n'avait aucun problème pour le trouver. Ah, si vous nous dites ça, cher ami, évidemment, bien sûr, tout va bien. Delvolvé, ultra-action française, ultra-antisémite, tour extérieure au Conseil d'État. Tour extérieure, vous savez, c'est les gens qui entrent dans les grands corps de l'État sans concours, par décision politique. Il est au cabinet de Alibert. Alibert, ce qu'il y a de plus à l'extrême droite dans Vichy, la première époque de Vichy. Alibert qui est chassé en janvier 41 parce qu'il est vraiment trop à droite, trop à l'extrême droite, même pour Pétain et Darlan. Donc Jean Delvolvé entre au Conseil d'État en décembre 1940, donc juste avant cette réunion. Aucun souci, il s'y fait oublier. Pardon. Vous voyez, je m'en étouffe d'indignation encore 85 ans après. À mon sens, la moindre des choses, mais De Gaulle a vraiment protégé l'État énormément, la moindre des choses aurait été d'annuler tous ces tours extérieurs. Tous ces gens qui, entre, si on est gaulliste, on va dire le 17 juin 40, hein, mais bon, disons le 10 juillet, quand le régime existe, entre le 10 juillet 40 et août 44, tous les gens nommés dans des hauts corps de l'État, des hauts postes de l'État par volonté politique, la moindre des choses était de dire toutes ces nominations sont réputées n'avoir jamais eu lieu. Jean Delvolvé était magistrat de l'ordre judiciaire, il était substitut du procureur, il serait redevenu substitut du procureur, et voilà, on ne l'aurait pas pendu par les pieds. Mais non, on maintient tout, on ne touche à rien. Et ces gens ensuite, il ne faut pas tellement s'étonner. Je crois que le Conseil d'État des années 50-60, vous savez que De Gaulle aura des gros soucis avec le Conseil d'État au moment de la guerre d'Algérie, puisqu'il y a un arrêt célèbre qui s'appelle l'arrêt Canal, où le Conseil d'État annule une décision prise par De Gaulle en vertu de la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution après le putsch d'Alger. Et donc, le Conseil d'État reste encore quand même à droite, voire très, très, très à droite. Et le troisième homme important, c'est Henri Hirissou, inspecteur des finances, membre du cabinet du ministre des Finances Boutillier, et qui, après la guerre, deviendra très proche d'Antoine Pinet. Il sera le directeur de cabinet de Pinet à Matignon en 1952. Pinet, le premier président du Conseil de la 4e République à ne pas être issu de la résistance. Pinet avait voté les pleins pouvoirs. Pinet avait été membre du Conseil national. Hirissou continuera, lui, puisqu'il finit au Conseil scientifique du Front national. Après tout, on peut dire au moins qu'il est fidèle aux idées de sa jeunesse. Voilà, donc, écoutez, depuis le rien ou presque à ce projet, en passant par les différentes choses que je vous ai dites, je pense et j'espère qu'il y a quand même un peu matière pour vous à réflexion et à transmission, et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Baruch. Je vais vous laisser la parole, mais juste auparavant, quelques petits points. Tout d'abord, bien sûr, Vichy est présent dans nos programmes. Ça, c'est pas une découverte. Simplement, c'est bien sûr la manière dont Vichy est présenté dans les programmes qui est intéressante.
C'est-à-dire que c'est chaque fois relié comme l'antithèse, effectivement, eh bien, des valeurs républicaines. C'est le cas dans le programme de 3e, hein. Une France défaite et occupée, le régime de Vichy, négation des valeurs républicaines. Ça, c'est très explicite. Ça le reste également au lycée, à la fois, bien entendu, en terminale, tronc commun, mais également, ça l'est aussi en terminale technique, où là, eh bien, chaque fois, on met en parallèle à la fois, eh bien, l'occupation, la collaboration, le régime de Vichy, et que l'on va, bien entendu, comparer par la négative avec les valeurs prônées par la résistance. Alors parfois, c'est plus elliptique. Par exemple, en première professionnelle, c'est véritablement dans le chapitre qui s'intitule « Guerre européenne, guerre mondiale, guerre totale », on va surtout travailler sur la résistance, et c'est à partir de la résistance que l'on aborde Vichy. Alors, par rapport à ce que, ou alors, bien entendu, la mémoire de Vichy, qui est étudiée indirectement aussi à travers la mémoire des génocides juifs et tziganes en terminale spé pour le thème 3, histoire-mémoire, avec l'objet conclusif. Donc, si vous voulez, parfois, on ne l'aborde pas directement, mais on le fait par la récurrente, et c'est particulièrement intéressant pour nous et pour les élèves. Alors, par rapport à ce que vous avez présenté, moi, je retiens plusieurs choses. Tout d'abord, la question des sources, des archives. C'est fondamental. Alors, ici, dans la métropole qui est la nôtre, on a quand même des fonds d'archives qui sont assez conséquents. Alors, bien sûr, il y a les archives métropolitaines et départementales, mais pas que. Archives municipales, et même ici au CHRD, on a un fonds d'archives très, très conséquent. Vous montriez tout à l'heure cette affiche parue en 1942, Révolution nationale. Alors, j'aurais une question d'ailleurs à vous poser, parce que, bien entendu, ici, on a aussi tout un fonds d'archives qui s'appelle le fonds Alain Fournier, sur la propagande de Vichy, qui est particulièrement centrée sur cette propagande menée par Vichy. Par exemple, cette affiche, je voulais vous poser la question, il me semble qu'elle n'a jamais été vue par les Français, que c'était uniquement un projet élaboré dans la région d'Avignon, et que finalement, on l'utilise, nous, de manière parfois un peu détournée, parce que si le public ne l'a jamais vu, c'est uniquement un projet, c'est une prescription, mais on doit se poser la question, bien entendu, de celui qui va réceptionner ce message. Est-ce que vous avez connaissance de cette... Non, mais si vous me le dites, je vous crois. Non, ah ben, j'en suis pas certain. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. C'est sûr que dans les images, dans les photos, hein, il y a pas mal de livres de photos, on la voit jamais. On la voit jamais affichée. Oui. Donc, alors qu'ils donnent leur sang, donnez votre travail, celle-là, on la voit. Oui, ça, tout à fait, c'est une affiche nazie. Hein, Mais c'est vrai que bon, ça a été pas mal travaillé. Il y avait les travaux de Laurent Gervereau à l'époque. C'est un régime qui est très bon. Hein, les discours de Pétain, le discours de la mémoire courte, c'est très intelligent quand même. Quand il remet le disque, voilà ce que je vous disais, la voix brisée d'émotion il y a un an, c'est intelligent. Les slogans sont pas mal venus. Le graphisme est assez bon. Effectivement, c'est un matériau très... Mais celle-là, du coup, elle est idéale typique. Et voilà, c'est ça. Elle est idéale typique parce qu'il y a tout, quoi. Elle était peut-être sans doute était-elle trop compliquée. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été diffusée. En tout cas, c'est resté uniquement dans les cartons et ça a été redécouvert très très tardivement. Et c'est vrai que nous, on a tendance un peu à la surexploiter, parce qu'elle nous arrange bien sur le plan didactique. Enfin, il y avait une autre question qui est importante, c'est celle de la mémoire de Vichy. Alors c'est vrai que vous avez abordé beaucoup de liens par rapport à Vichy, et entre autres cette mémoire, Olivier Verroca et Jean Lopez, dans les mythes de la Seconde Guerre mondiale, réfléchissent sur l'idée suivante, qu'a repris Zemmour ou d'autres, Vichy a protégé les Juifs français. Ce qui est bien entendu une contre-vérité. Et ce qui est intéressant, nous, et on en parlera cet après-midi, c'est de voir de quelle manière les programmes... Alors les programmes ne sont pas très détaillés. Vous savez à quel moment, en fait, la Seconde Guerre mondiale apparaît dans les programmes de lycée après la guerre? Est-ce que vous avez une connaissance de la date? Je pense que c'est après 80, parce que j'étais... Ah non, un peu avant quand même. C'est en 1962. Et c'est intéressant, je vous montrerai cet après-midi. Moi, j'ai jamais eu. Hein. Ah voilà, mais c'est... Non, moi j'ai été en terminale en 73, 72-73. On ne parlait pas. Et les manuels, c'était encore... il y avait, je crois, en terminale, premier trimestre, il devait y avoir de 1945 à nos jours.
Et ensuite, il y avait les grandes civilisations. C'était l'influence Braudel, ça. C'est Braudel qui présidait. Oui, c'est vrai, mais en revanche, je vous présenterai un manuel de 1962 chez Bordas, qui est conforme au programme et qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très intéressant, vous verrez, le rapport à Vichy. Pensons bien que c'est De Gaulle qui est président de la République au même moment. Et quand on voit le discours sur Vichy, en tout cas, ça peut nous intéresser, nous, et intéresser nos élèves sur l'évolution du discours. Il n'y a pas un mot sur les Juifs? Si. Ah. Ce qui après disparaît parfois. Il faudrait voir qui était l'auteur. Voilà, exactement. Et on vous présentera plusieurs manuels des années 60 jusqu'aux années 2000, où vous verrez parfois certaines contre-vérités sur Vichy, qui ont par la suite été corrigées. Alors je précise tout de suite qu'un manuel est nullement le reflet d'un programme. On est bien d'accord. Mais c'est intéressant et ça peut être pertinent pour nos élèves. On a également, bien entendu, la question aussi de la recherche. Vous avez évoqué plusieurs thèmes, le rapport aux églises, ça me fait penser aux travaux de Jean-Paul Cointet, par exemple, mais d'autres aussi qui ont travaillé sur ce rapport de Vichy aux églises. En même temps, la question, par exemple, de sources différenciées, comme les journaux, comme, par exemple, on le voyait très bien, le rapport à la presse féminine, la presse spécialisée. Nous, on a travaillé sur la mode, entre autres, et le rapport, bien entendu, au contexte politique, social, culturel de l'époque. En même temps aussi la question des chansons. On avait travaillé sur On connaît la chanson, et c'est vrai que travailler sur les chansons, c'est une très bonne idée pour nous, et ça peut être tout à fait exploité, même si on voit bien à quel point c'est daté. Mais ça peut être intéressant justement pour confronter les élèves à une forme d'altérité. En même temps, une question qu'on se posera cet après-midi, comment un lieu culturel comme le nôtre, par exemple, évolue dans son discours sémantique, c'est-à-dire comment on présente Vichy. Et de quelle manière ça a pu évoluer. Le CHRD a ouvert en 92, il a été rénové en 2010, 2011, 2012. Et de quelle manière, effectivement, le discours a pu changer et à quel public on s'adresse. Donc on essaiera de réfléchir à ça. Autre chose qui m'a semblé très intéressant, c'est ce rapport très intéressant par rapport au projet pédagogique. Moi, je suis professeur relais de la DAC, et c'est vrai que le AC, ça a du sens, c'est-à-dire l'éducation artistique et culturelle. Et là, de travailler la transposition d'une recherche sur une archive en pièce de théâtre, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et il y a aussi quelque chose qu'on pourrait exploiter, nous. Les acteurs, ils n'ont pas l'âge des collégiens ou des lycéens, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc, ils ont 10 ans de plus, ils sont nés entre 92 et 2000. Donc, ils sont quand même assez proches. Et il y a aussi des réflexions, quelques-uns. Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Comment on fait ça? Donc, il y a 3 sujets, quoi. Il y a l'histoire, le fonctionnement de la machine étatique et le théâtre. Donc, vraiment, c'est des choses assez riches. Alors, j'espère que la pièce va continuer. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose après mars-avril. Il faudra voir s'il y a des choses en 25-26. C'est quelque chose, en tout cas, à creuser et même à peut-être, justement, mettre en œuvre sur Lyon. C'est en tout cas une idée. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Non? Nadia. Là, vous avez évoqué, de manière un peu humoristique, dit qu'il n'y avait pratiquement rien aujourd'hui sur les travaux qui portent sur Vichy et sur l'occupation. Est-ce que vous expliquez peut-être cette désaffection pour l'objet historique Vichy et l'occupation par le fait que toutes les archives ont été exploitées? Ou est-ce que c'est lié aussi à un enseignement dans les universités qui manquerait en ce qui concerne justement l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale et notamment de cette période vichiste? Non, mais évidemment, tout n'a pas été dit, tout n'est jamais dit, puisque, au contraire, il faut revenir. On n'écrit pas cette histoire de la même manière qu'on l'écrivait il y a 50 ans. Non, je crois plutôt que c'est la seconde explication, qu'il y a moins. Moi, je vois ça au niveau des mémoires de master. Je pense qu'il y a moins d'intérêt. L'intérêt se déplace. Nous sommes un tout petit pays, il y a très peu de postes. Si on est dans une logique master, thèse, ça veut dire ensuite poste de maître de conf et de prof. Les gens
dure longtemps. Donc il y a vraiment, et effectivement, lié à ces années 90, qui correspondaient aussi à ce passage, à la fin de la génération, je parle au niveau post-universitaire, disons la génération comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, l'apparition de... C'était... je suis arrivé à l'IHTP vers 95, je sais plus, 15 ou 17. Donc on était encore dans les commémorations, le cinquantenaire, il y avait un peu des postes locaux, Jacqueline Saint-Clivier à Rennes, Jean-Marie Guillon à Aix, vous voyez, c'était... les successions ont été prises il y a une dizaine d'années, donc maintenant occupées par des gens qui ont plutôt 50 ans, donc ils sont là encore pour 20 ans. Donc il y a une espèce de régulation, j'allais dire, économique, mais je trouve que, je sais pas, quand on se promène dans les librairies, il n'y a pas grand-chose qu'on a envie de dire. On ne se dit pas, tiens, il y a là un matériau. Évidemment, 5% des archives ont été lues ou utilisées. Donc évidemment, il y a matière. Mais en même temps, quand je dirigeais des thèses, j'étais très malthusien parce qu'il ne faut pas entrer... C'est un travail difficile pour tout le monde, pour le thésard, un peu aussi pour le directeur de thèse. Il ne faut pas entraîner les gens dans des cul-de-sac sans boulot, quoi. Donc... il y a des tas de raisons. On est un petit pays, l'université n'est pas bien traitée. J'ai un petit peu des regrets sur la Fondation pour la mémoire de la Shoah. La Fondation pour la mémoire de la Shoah qui apparaît dans ces années-là, qui paraît au début des années 2000 avec beaucoup d'argent, présidée par Simone Veil. Simone Veil, pour des raisons qui la regardent, déteste le monde universitaire. Donc, au lieu de créer, ça aurait pu être logique, de créer des sortes de chaires, donc d'ouvrir l'offre, des chaires un peu partout, d'histoire de la Shoah, d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle fait une autre politique, elle choisit plutôt de répartir vers les associations communautaires. Donc là, il me semble qu'une occasion a été ratée, mais bon. Oui, une question peut-être un peu naïve. Vous dites que les étudiants se détournent un petit peu de ces centres d'intérêt. Et alors, sur quoi porte leur intérêt aujourd'hui ? Peut-être un peu plus sur le genre, peut-être un peu plus sur l'histoire culturelle, encore que celle-là, je me demande si c'est pas déjà un peu daté aussi. Peut-être qu'on fait moins de thèses, on fait en tout cas, on fait plus de maîtrise. Il y a eu ce paradoxe qu'on a rénové beaucoup les archives nationales à Pierrefitte, beaucoup d'archives départementales, il y a des belles salles, et au moment où la maîtrise disparaissait, alors la maîtrise c'était vraiment, notre maîtrise Master 1, c'était vraiment le premier contact avec l'archive, le travail, et donc je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je trouve que la première fois qu'on voit des archives, c'est incroyable. C'est d'une puissance. En plus, j'étais bureaucrate, donc j'étais content de retrouver mes ancêtres bureaucrates de 50 ans plus tôt. Mais je trouve qu'il y a une puissance de l'archive. Et donc, s'il n'y a pas ce contact avec l'archive, peut-être qu'ensuite, il y a moins de thèses. Peut-être qu'on est aussi parti sur l'histoire globale, world history, choses comme ça. Mais c'est la même chose que sur la mémoire. C'est compliqué de réfléchir sur la mémoire de moments historiques, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie, si on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est-à-dire, la mémoire de la guerre d'Algérie, c'est très bien, mais la guerre d'Algérie, c'est quand même compliqué. Donc, si on a une demi-heure pour en parler et 2 heures pour la mémoire... Mais j'ai jamais été à votre place, donc je connais pas les difficultés de votre métier. Je les imagine, mais je les connais pas. Bonjour. Moi, j'ai une question plus politique. Vous avez parlé du fait qu'Éric Zemmour c'était un peu montré l'héritier avait revendiqué les aspects positifs du régime vichiste. Et je me suis demandé si, dans l'opinion publique, ça n'a pas fait un peu une bascule où on a oublié l'héritage de l'OAS vichiste du FN, et dans la perception, il se réclame gaulliste maintenant, et c'est vraiment Éric Zemmour qui a récupéré cet héritage vichiste.
et que ça a participé à un oubli un peu, là plutôt sur l'aspect de la mémoire, de l'héritage à la fois OAS et vichiste du FN devenu RN. Oui, Zemmour, à mon sens, c'est un épiphénomène. Et si ça marque, c'est sans doute parce que l'empreinte était prête. Je pense que le quinquennat Sarkozy a beaucoup plus joué là-dessus. Sarkozy, bon, il a eu 70 ans hier, je sais, il est né le 28 janvier comme moi, donc c'était maintenant un vieux monsieur. Mais Sarkozy, il dit tout et n'importe quoi, notamment par rapport, il donne la Légion d'honneur à un ancien type de l'OAS, à tel point qu'il faut que Hollande la retire, ce qui sont des choses quand même rares, par rapport à l'héritage Chirac du discours du Veldiv. Il tient des propos. Bon, on a Patrick Buisson derrière tout ça, et Patrick Buisson, on est vraiment dans la lignée, là, Action française, OAS, ANCO. Donc, Patrick Buisson, mauvais génie de Sarkozy, mais 95, 97, le discours, la déclaration de l'Église de France sous forme de repentance qui est un terme religieux. Ensuite, ça devient, repentance devient une injure. Il y en a assez de cette France qui s'afflige. Moi, c'est très étrange parce que le livre que vous avez bien voulu citer commence par un éloge de Chirac, par les propos de Chirac le 16 juillet 1995. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par la France, des mains françaises. Et en début 2012, que je ne me trompe pas sur les dates, Sarkozy, c'est 2007-2012, on est d'accord. Et donc au début de 2012, j'écris un article dans Le Monde qui s'appelle « Éloge de la repentance » et qui commence par une citation de Jean-Paul II. Donc quand même, Jacques Chirac et Jean-Paul II, ce n'est pas les gens que je fréquente le plus traditionnellement. Et Jean-Paul II disant « La repentance est un regard qu'une institution, et dans le cas d'espèce l'Église, se doit de porter sur elle-même. » Or, Sarkozy, bien sûr, après Chirac, tout le monde va faire des petits discours du Veldiv à sa manière, personne ne dira le contraire. Sarkozy, à un moment, il dit « Non mais attendez, tout ça, c'est quand même les Allemands, la France n'y est pour rien. » Vous voyez, donc je pense que ce moment-là, et puis... c'est la vie politique française, enfin l'instrumentalisation politique de la Shoah et le glissement tendanciel ou l'imprégnation tendancielle des idées d'extrême droite dans le discours politique brouille énormément les choses. Lorsque les gens ensuite vont invoquer pour soutenir Mitterrand, là je reviens à 92, lorsque Mitterrand refuse de reconnaître la responsabilité de la France en se masquant derrière la parole gaulliste, en disant mais et si vous voulez les épigones de Mitterrand, les Lang, les Bartolone, les Fabius, que sais-je, Fabius est trop intelligent, il laisse Bartolone parler pour lui. Ces gens disent, mais François Mitterrand ne fait que mettre ses pas dans ceux du général de Gaulle, qui a toujours affirmé que la France n'était pas là. Ce ne sont évidemment pas pour les mêmes raisons. De Gaulle le fait pour des raisons politiques et le fait d'emblée. Mitterrand le fait pour des raisons personnelles et pour liées à son parcours. Non, je crois que je suis pas sûr, mais là c'est à vous de le dire, je suis pas sûr que les propos de Zemmour réussissent à marquer vraiment. Parce que le glaive et le bouclier, bon, c'est une vieille histoire. Ça a été, il faut pas oublier aussi que ça a été la version officielle, certes, mais aussi la version historiographique pendant 25 ans. Hein, qu'est-ce que les gens lisent? Robert Aron, Henri Amouroux, et ça c'est jusqu'à Paxton. Et enfin bon, Paxton, ça fait plus d'un demi-siècle. Donc, je suis pas sûr, mais c'est à vous de me dire. Peut-être
peut-être en place. Tout ça se mélange en plus aujourd'hui allègrement avec la question israélo-palestinienne. Donc ça, j'imagine que ça peut vous arriver d'être confronté à ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, c'est un peu flou, mais le sujet est un peu flou aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va après faire à peu près 10 minutes, un quart d'heure de pause. Dernière petite question, excusez-moi. Une dernière question. Avant les applaudissements nourris. J'ai juste une petite question. Comment vous expliquez que des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, aient comme ça renoncé si rapidement à ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs de la République? C'est-à-dire se poser la question de comment on exclut les juifs de la fonction publique sans se poser la question de dire mais voilà, on parle de juifs, on parle voilà, dans la République, on ne liste pas. Voilà. Je vais vous répondre de manière un peu provocatrice. Pourquoi est-ce que ces fonctionnaires seraient républicains? Pourquoi est-ce que ces fonctionnaires auraient ces valeurs? Il y a un exemple, c'est le ministre Pérouton, qui est le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui signe le statut des Juifs, à tel point que là, j'ai une petite divergence avec Laurent Joly. Laurent Joly pense que Pérouton est l'inspirateur du statut. Moi, je continue à penser que c'est Alibert. Pérouton, il passe en procès à Libération. Son livre s'appelle « Du service public à la prison commune ». Et le président lui dit « Mais enfin, quand même, monsieur Pérouton, en plus, c'était le gendre de Malvy. Donc vraiment, il a profité de la République. » Il dit « Comment est-ce que vous, aux fonctionnaires républicains, vous avez pu faire des choses pareilles ?» Il dit « Mais je ne suis pas républicain, je ne suis pas anti-républicain, je suis un fonctionnaire. » Et à mon sens, ça dit pas mal de choses. Bon, si vous voulez, c'est en plus l'époque. Pétain demande aux Français d'être ses soldats, et spécialement, puisqu'il faut rebâtir la France autour de son État, eh bien, les fonctionnaires, les cadres de l'État vont être ceux sur lesquels il comptera. Donc c'est encore plus ces soldats. Donc il y a l'obéissance, mais je pense que on leur demande pas de choses particulièrement bouleversantes. Vous verrez, si vous voyez cette pièce, sur les 16 participants réduits à 8, il y a une seule femme, une femme chef de bureau, ce qui est assez rare. Et elle est la seule qui, effectivement, émet en tout cas une opinion. On ne sait pas ce que les gens pensent en leur fort intérieur, on sait ce qu'ils disent, et elle dit, mais est-ce qu'on est sûr quand même que ces gens qui étaient nos collègues hier, tout d'un coup, c'est plus monsieur Lévy, chef de bureau, c'est le juif Lévy, et on va s'en débarrasser parce qu'il est dangereux, et grosso modo, les hauts fonctionnaires qui dirigent ça, et ceux qu'on met à la tête des services, le gouvernement, vous savez, a toujours la possibilité, tous les mercredis, de chasser un directeur, un préfet, un ambassadeur, et cette possibilité, évidemment, il la garde à l'époque. Il y a d'autres outils qui ont été mis en œuvre, déjà les outils d'exclusion, mais aussi le relèvement de fonctions, une loi du 17 juillet 1940 qui permet de relever de ses fonctions sans motivation tout fonctionnaire. Donc, plus le fait que beaucoup les plus jeunes sont prisonniers de guerre. Donc on a une fonction publique vieillie, plus pétinisée, verdénisée. Il y a plus de chances statistiquement que les gens qui sont en fonction aient été des soldats à la Première Guerre mondiale. Et c'est Pétain. C'est ce que dit De Gaulle, je crois, des discours du 22 au 23 juin. Pour signer un tel armistice, on n'avait pas besoin de vous, monsieur le maréchal. N'importe qui aurait suffi. Donc il y a aussi l'effet Pétain personnel, qui reste du coup une forme de responsabilité. C'est moi seul que l'histoire jugera, c'est fait. Donc, mais globalement, je ne crois pas que ces valeurs républicaines, qui n'étaient pas d'ailleurs forcément perçues comme telles, je ne crois pas qu'elles étaient répandues, en tout cas pas conscientes. On verra des gens s'engager ensuite, mais moi, dans mon jury de thèse, il y avait François Bloch-Lenné qui me dit non, c'était pas tellement le sujet. Le sujet, c'était l'Allemagne.
C'est pour ça qu'on a des gens très à droite, enfin des girodistes, ou des gens même d'extrême droite, qui seront résistants, mais il y a quelqu'un beaucoup plus compétent que moi pour parler de ça dans cette pièce. On verra des gens peu républicains devenir franchement résistants, parce que l'enjeu, c'est la patrie, et c'est pas la République. C'est la patrie qu'il faut sauver, c'est pas la République.